Merci d'être au rendez-vous d'Économie de Max sur i24 News. Au sommaire de cette édition, le tourisme a-t-il encore un avenir en Égypte? Après le crash de l'avion russe, la thèse de l'attentat s'avère de plus en plus probable. Les visiteurs étrangers fuient le pays. Est-ce un coup fatal au secteur alors même qu'un rebond était constaté ces derniers mois? Reportage sur place dans un instant. Ils sont cinquantenaires, barbus, souriants et si possible un peu ronds. Au Brésil, les Papaï Noël n'échappent pas à la récession ni à l'austérité. Pour garder le moral, ils entretiennent leurs compétences de Père Noël dans une école spécialisée. Objectif, un job temporaire mais bien payé. On verra tout cela dans quelques minutes. Et puis un invité aujourd'hui, Michael Gross, homme d'affaires, spécialiste de l'immobilier à l'international, qui rêve aujourd'hui de bouleverser le marché de l'habitat en Israël. Son but, faire construire des dizaines de milliers de logements pour des locations de longue durée. Le concept a fait ses preuves aux États-Unis et on le retrouvera en fin d'édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On commence par l'essentiel de l'actu éco de ces dernières heures avec d'abord la décision ce matin de la Commission européenne d'appliquer l'étiquetage des produits israéliens originaires des territoires. Bruxelles demande donc aux 28 pays de l'Union de mettre en œuvre cette mesure qu'elle juge technique et non politique. L'Union ne soutient aucune forme de boycott ou de sanction contre Israël, a indiqué le vice-président de la Commission. Réaction immédiate à Jérusalem, le ministère israélien des Affaires étrangères condamne la décision et convoque le représentant de l'Union. D'après Bruxelles, les produits concernés par cet étiquetage représentent moins de 1% du total des échanges entre l'UE et Israël, soit un peu plus de 150 millions d'euros. Autre information concernant Israël, il faut s'attendre à de nouvelles explorations de gaz dans la mer Méditerranée. Après les immenses gisements Tamar et Léviathan découverts ces dernières années, les autorités espèrent poursuivre sur leur lancée. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Énergie, Yuval Steinitz. Le potentiel est grand et à l'avenir, le bassin de la Méditerranée orientale pourra non seulement permettre à Israël de vendre du gaz à l'Égypte ou à la Jordanie, mais il pourrait aussi devenir une source d'approvisionnement importante pour l'Europe. L'actualité, c'est aussi au Portugal, le gouvernement de droite qui a été renversé hier. La gauche majoritaire au Parlement s'est unie pour faire adopter une motion de censure contre l'équipe du Premier ministre Pedro Passos Coelho. Le leader socialiste Antonio Costa pourrait former le prochain gouvernement avec l'appui notamment de la gauche radicale. La gauche qui veut tourner la page de 4 années d'austérité. Une rigueur qui dure depuis le plan d'aide de 2011, 78 milliards d'euros injectés par Bruxelles et le FMI. Le chef du gouvernement sortant a tenu à rappeler ce contexte difficile. Nous avons commencé notre mandat en 2011, alors que le pays était au bord de la banqueroute. En 10 ans, le Portugal avait doublé sa dette extérieure, l'État ne contrôlait plus ses comptes et n'avait plus accès au financement. C'est pour cela qu'il ne pouvait plus répondre à ses obligations internationales et nationales. Un chiffre en Europe toujours, celui du taux de chômage au Royaume-Uni. Il s'établit à 5,3% pour les 3 derniers mois, soit son plus bas niveau depuis mai 2008. En Asie, le Japon s'invite sur le marché des avions de ligne à réaction. Vol d'essai réussi pour le Mitsubishi Regional Jet. Une étape cruciale pour Tokyo qui ambitionne d'entrer sur le marché des avions régionaux dominé par les Canadiens et les Brésiliens. Cet aéronef de près de 100 places est le premier avion civil nippon conçu depuis 50 ans. Il a bénéficié d'une aide des pouvoirs publics. Nous devons maintenant accumuler des milliers d'heures de tests afin d'obtenir un permis de vol. La route est encore longue. C'est un avion sur le papier, il est devenu réalité et cela devrait avoir un impact sur les clients potentiels. Un mot encore en Asie de la production industrielle chinoise. Sa croissance ralentit à nouveau en octobre, plus 5,6% sur un an contre plus 6,1% le mois précédent. Nouveau signe que l'industrie chinoise est en surcapacité avec une demande morose. Autre indicateur, les ventes au détail qui ont augmenté de 11% au-dessus des attentes. Chiffre rassurant donc quant à la consommation des ménages. Aux États-Unis, journée de manifestations et de grève hier de New York à Los Angeles pour les employés des grandes chaînes de restauration rapide. En pleine campagne pour les primaires dans les camps démocrates et républicains, l'objectif des manifestants était de sensibiliser les candidats à leurs revendications, un salaire minimum de $15 de l'heure. Support for union rights. Nous soutenons les droits syndicaux. Tout le monde a besoin d'être payé au moins $15 de l'heure. Les travailleurs McDonald's ou d'autres chaînes de restauration rapide. En tant que travailleurs, nous méritons $15 de l'heure.
Voilà, et puis on connaît les détails de l'opération qui devrait donner naissance au futur géant mondial de la bière. Le belgo-brésilien AB InBev, numéro 1 mondial, et son dauphin SAB Miller, le britannique, ont annoncé ce matin un accord formel. Le premier achètera le second pour l'équivalent de 112 milliards d'euros. Si la transaction est validée, la nouvelle entité engloutira le tiers de la demande mondiale. L'Égypte redoute plus que jamais une nouvelle crise de son tourisme. Depuis le crash fin octobre d'un avion russe, 224 victimes. Les plages de Sharm el-Sheikh se vident. La thèse de l'attentat se précise. Elle porte évidemment un nouveau coup dur à un secteur vital pour une économie égyptienne toujours fragilisée par l'incertitude politique. La Russie et le Royaume-Uni ont commencé à rapatrier leurs ressortissants et le mouvement pourrait bien durer. Reportage. À l'aéroport de Sharm el-Sheikh, les touristes continuent de fuir l'Égypte par centaines. La thèse d'une bombe qui aurait fait chuter l'avion russe et tuer 224 personnes le 31 octobre est de plus en plus probable. Et Moscou et Londres ont envoyé des dizaines d'avions pour rapatrier leurs ressortissants. Il y a des Russes qui pensent que ce n'était vraiment pas du bon travail de la part du système de sécurité égyptien à l'aéroport, car personne ne sait ce qui s'est passé dans l'avion qui s'est écrasé. La période à venir s'annonce difficile pour le tourisme égyptien. Le pays commençait tout juste à se remettre de 5 ans de crise touristique depuis la révolution qui a fait chuter le régime de Moubarak et l'instabilité qui a suivi. Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant, et même pire. L'Égypte venait de lancer de grandes initiatives pour relancer le tourisme autour de ses trésors archéologiques, comme des explorations dans la vallée des rois ou de nouvelles recherches à l'aide de radars dans les pyramides. Mais le tourisme de masse de Sharm el-Sheikh risque, lui, d'être durement affecté. Nous venons de passer 5 années très dures pour ce secteur. Les économies des employés du tourisme ont été épuisées. Les gens espéraient que la période à venir soit fructueuse. 1/5 des touristes russes dans le monde choisissent l'Égypte et en majorité les plages de Sharm el-Sheikh. Une clientèle de choix qui risque de faire cruellement défaut. L'année dernière, seulement 10 millions de touristes avaient visité l'Égypte contre 15 millions avant 2011. Les soulèvements populaires qui auront coûté cher à cette économie égyptienne. On part maintenant au Brésil. La fin d'année approche et les grands centres commerciaux s'apprêtent à recruter leur Père Noël. Problème, ces derniers viennent souvent les mains vides. La récession économique n'a pas épargné ces cinquantenaires barbus et bien portants qui se bousculent ces jours-ci. Eh bien, dans une école de formation, 40 jours pour devenir un vrai Papaye Noël et surtout décrocher un emploi dans un contexte devenu incertain. De quoi sans doute garder le sourire. Johanna Citruc. Avoir plus de 50 ans, une barbe blanche et un ventre rebondi. Voici les critères pour intégrer cette école du Père Noël brésilienne. Cette année, les candidats sont venus nombreux pour assister aux 4 jours de formation. Ils savent qu'à la sortie, ils pourront gagner jusqu'à 15 000 réals, pas loin de 4 000 $, en moins d'un mois et demi. Bien plus que le salaire minimum mensuel de 200 $. Avant, les personnes âgées venaient ici pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs petits-enfants. Mais cette fois-ci, non. Là, on parle de boucler les fins de mois et payer les factures. Donc la demande ici a doublé. Ils étaient 100 l'an passé, là ils sont 200. Mais on ne peut en accueillir que 40. Une situation presque anecdotique qui révèle l'importance de la crise économique au Brésil. Au deuxième trimestre, le pays est entré en récession. Le taux de chômage a atteint 7,6% de la population active, son plus haut niveau depuis 2009. Sans emploi depuis près d'un an, ce nouvel élève espère être embauché comme Père Noël pendant les fêtes. En général, les enfants m'appellent toujours Père Noël et j'ai même déjà reçu une lettre de Noël. Donc profitant de mon apparence et de cette opportunité, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'être au chômage dans ce pays, c'est signer son arrêt de mort. Mais malgré les cours de chant, de sport, d'expression et d'improvisation, peu réussiront à trouver du travail. La chute de la consommation devrait toucher les investissements pour Noël. Par ailleurs, de plus en plus de commerçants brésiliens attendent le dernier moment pour embaucher leur Père Noël. Objectif,
payer au rabais des candidats qui ont peur de rester sans emploi. Triste réalité que celle des Pères Noël brésiliens. Allez, l'invité du jour, il vient des États-Unis. Michael Gross est un expert des marchés immobiliers internationaux. Il dirige la société Sydney & London Properties, basée au Royaume-Uni, et il souhaite aujourd'hui lancer une petite révolution sur le marché immobilier israélien. On l'accueille. Bonjour, monsieur Michael Gross. Et bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Alors, parlez-nous d'abord un petit peu de vous. Vous êtes actif dans l'immobilier depuis plusieurs années. Aux quatre coins du monde, vous êtes basé, vous êtes installé. Mon affaire c'est basée en Angleterre, mais j'ai fait beaucoup en Irlande et aussi à Paris et ailleurs en France. Depuis des dizaines d'années. Alors vous êtes ici pour promouvoir un nouveau projet qui ambitionne de modifier assez profondément le marché immobilier israélien. C'est un concept de nouvelle construction pour ensuite des locations de très longue durée. C'est un concept que vous importez des États-Unis. C'est bien ça? Oui. Le plus grand problème socio-économique en Israël, qu'il manque totalement les logements pour les jeunes et pour les gens qui ne sont pas riches. Et la seule solution, c'est de créer un marché pour location qui n'existe pas ici. Le marché est très petit, c'est dans les mains privées et ça ne marche pas très bien. Alors, aux États-Unis, il y a un système qui s'appelle Tax Credit Affordable Housing. C'est une affaire de 100 milliards de dollars par an et ça réussit de produire logements qui sont pas seulement dans les moyens des gens, mais aussi la qualité de ces maisons à la point de construction et dans l'avenir, c'est beaucoup plus haut qui existe ailleurs. Du standing. Good standing, oui. Et c'est un partenariat public-privé. C'est privé, mais c'est l'État qui donne des crédits fiscaux qui fait la différence pour les promoteurs, où ils peuvent se laisser construire les maisons pour les gens où la limite du loyer, c'est un tiers de leur revenu. Alors justement, la cible de cette offre, ce sont d'abord les jeunes couples, ceux qui ont du mal à accéder à la propriété, ceux dont on a parlé il y a 4 ans avec la crise des tentes. Oui, c'est une solution pour ce problème. Que les jeunes gens veulent se marier, ils restent à la maison avec ses parents parce qu'il n'y a pas autre moyen. Ici, on essaye de donner un produit où il y a une grande demande. Il y a aussi des bénéfices sociaux et économiques qui ne sont pas very obvious. C'est-à-dire, on fait ça partout en Israël et où il y a des gens, on peut faire l'industrie. Et ça porte du activité économique dans les gens. Oui. Alors comment vous entendez maintenant porter ce projet devant les autorités? On sait qu'il y a un vide législatif un petit peu en Israël sur les contrats de location à longue durée. Vous allez soumettre des propositions à la Knesset? Oui, les lois pour ça n'existent pas. Non plus les systèmes bancaires pour le moment n'est pas capable de financer ça. Alors la première chose qu'on fait avec la permission et l'aide du gouvernement, c'est d'aider à produire les lois. Parce qu'ici en Israël, on n'a pas d'expérience de ça. Alors on a un avocat ici qui travaille avec les avocats américains. Elle était l'ancien chef du fisc ici à... Donc en tout cas, il y a un bon accueil auprès des autorités. Oui, c'est monsieur Avigdor Yitzhaki qui est le tsar du housing, logement. Et c'est sur son direction qu'on... Ça, c'est d'abord. Oui. Merci beaucoup, Michael Gross, d'avoir accepté notre invitation. Un mot encore sur un de vos projets qui vous tient à cœur en ce moment. Nous venons de terminer de construire un bâtiment unique en son genre sur Herbert Samuel, face à la mer. C'est le seul bâtiment qui pourrait potentiellement servir de résidence à une seule famille et qui se trouve à l'un des meilleurs endroits de Tel Aviv. Il pourrait aussi être divisé en 4 appartements. Donc du très haut standing. On rappelle donc votre action des logements de location très longue durée, donc pour peut-être un petit peu stimuler ce marché immobilier en Israël. Merci beaucoup, Michael Gross, et à très bientôt. Et on passe tout de suite au Media Watch.
La revue de presse Echo qui s'intéresse très rapidement aujourd'hui au géant chinois du e-commerce Alibaba. Bonjour Léa Volbert. Bonjour. Alors hier, c'était la journée des célibataires. Exactement, le 11 novembre, en France, on le sait, c'est la tradition. Le président de la République remonte solennellement l'avenue des Champs-Élysées pour célébrer la fin de la Grande Guerre. Mais ailleurs, dans le monde, le 11 novembre, le 11-11 est également un jour symbolique. En Chine, par exemple, le géant du commerce en ligne Alibaba a lancé sa grande opération promotionnelle, la journée des célibataires pour la succession du chiffre 1. L'idée, c'est tout simplement de proposer une réduction sur un grand nombre d'articles pour ceux et celles qui vivraient mal leur célibat, mais de fait, tout le monde a accès à ces offres et célibataires ou non, les Chinois sont à l'affût des bonnes affaires. Alibaba a lancé cette opération pour la première fois en 2009. Depuis, les recettes augmentent chaque année. Ce 11 novembre 2015, en l'espace d'1 minute et 12 secondes, 146 millions d'euros ont été dépensés sur la plateforme en ligne. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup Léa Volbert. À très bientôt. Fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. L'économie de Mag revient demain sur i24 News et la suite de l'info, c'est tout de suite.